C'est l'histoire d'un homme d'honneur. C'est aussi l'histoire d'une institution, l'armée, d'un pays, le Mali. Son nom nous est devenu si familier, mais le connaissons-nous vraiment? Premier officier général, premier chef d'état-major général de l'armée malienne. Le temps d'une conversation, nous allons remonter le temps pour y revisiter les pans de ces fils du Mali, que dis-je, de ces fils d'Afrique. Bienvenue dans Livrez-vous. Lui a choisi la voie de la diplomatie, une autre manière de défendre le pays, surtout d'éviter les conflits ou de les mener autrement. Tout à fait. Bonjour Birahim Soumaré. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout un grand plaisir pour moi. Nous rappelons que vous êtes ancien ambassadeur du Mali en Turquie. Tout à fait. Oui. Conseiller diplomatique des présidents de la République du Mali, Amadou Toumani Touré, Djonkouda Traoré et Ibrahim Boubacar Keïta. Tout à fait. M. Birahim Soumaré est diplômé de l'Institut des Relations internationales et stratégiques de Paris, IRIS, et du Centre d'études diplomatiques et stratégiques, CEDS. Vous avez publié Général Abdoulaye Soumaré, Pan de vie d'un homme d'honneur, en 2024, aux éditions Hérédon. Exact. Pour commencer, moi j'ai d'abord découvert ce livre. J'ai un grand historien malien. Ensuite, il m'a été recommandé aussi par un autre historien. Oh, Et quand je vous ai vu dans l'émission de Beaucoup, j'ai dit, il me faut Soumaré. Donc, en tout cas, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Et comme vous le voyez avec les marque-pages, déjà quand on ouvre les livres, on ne les lâche plus. Parce que chaque feuille regorge d'histoires, de leçons, d'anecdotes sur les généraux, sur l'armée, sur le Mali, sur la Fédération du Mali et sur les relations entre ce qui était le Soudan et la France. Déjà, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Comment est venue l'idée de cette biographie et pourquoi il fallait l'écrire? Alors, merci pour cette introduction très, très flatteuse. Vous le méritez. Ah, merci. Alors, une chose m'a guidé lorsque je me suis proposé d'écrire ce livre-là, c'est d'essayer de faire un voyage ou alors un survol sur ce qu'a pu être des officiers soudanais au sein de l'armée coloniale, de l'armée d'outre-mer, etc. Donc, le général Soumaré était un prétexte, en réalité, plus qu'une... c'était le moyen par lequel je tentais, de façon avec plein d'humilité, de brosser un peu la situation qu'ils ont vécue, qu'ils ont dénoncée, et qui a fait que leur bagage politique et doctrinal dans le domaine militaire s'est construit et s'est renforcé. Donc, c'est ça qui m'a motivé. Et ensuite, c'était pour moi une manière de relire un peu, de rendre compte un peu des discussions que j'ai eues avec des aînés, avec des personnages très importants, dont Feu ma maman, qui m'ont quand même donné des pans entiers de son parcours. Et c'est ce parcours-là que, modestement, j'ai essayé de reproduire en tenant compte de l'histoire quand même, même si je ne suis pas historien. Non, et on le voit bien dans le livre. Hein. C'est en même temps l'histoire d'un homme, mais c'est l'histoire d'une nation, d'un pays. Et on va revenir plus en détail sur tous ces points. Mais je voudrais commencer avec cette épigraphe du général Abdoulaye Soumaré que vous avez bien voulu reprendre. Je cite, « Qui sait à la fois douter et croire, douter et vouloir, douter et agir et sauver. » Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi ça? Pour des élèves de terminale, ils vont penser au doute cartésien de Descartes, de René Descartes. Mais en réalité, c'est un doute tout à fait traditionnel et africain. Lorsque nos héros se préparaient au combat, le doute qui se posait, c'était un doute méthodologique et préparatoire au combat. Alors, c'est pour ça que j'ai repris ce doute-là. Alors ça, je fais ici référence un peu
à l'engagement de nos guerriers lors des batailles épiques qu'ils ont eu à faire ici et ailleurs. Et c'est comme ça. C'était une préparation à la fois psychologique qui alliait l'éthique du combattant et surtout qui alliait la fierté de défendre son terroir. Alors, on doute parce qu'on ne veut pas faiblir lors du combat. Alors, on se prépare psychologiquement. C'est une sorte de préparation psychologique pour le combat. Alors, le doute ici, c'est un doute pour s'engager convenablement pour relever les défis et pour protéger son terroir, sa nation. Très intéressant comme explication. Et vous remontez le temps, hein, au début de la biographie, on l'a dit tout de suite, c'est notre histoire, quoi. C'est l'histoire de la période coloniale. Et vous insistez, en tout cas, vous consacrez de larges pages aux figures qui ont résisté à la pénétration coloniale et au pouvoir du colonisateur. Pourquoi était-ce important pour comprendre la vie du général Abdoulaye Soumaré? Alors, le général Soumaré n'est qu'un épiphénomène qui traduit toute une trame de lutte héroïque contre, d'abord, premièrement, la pénétration coloniale, contre la résistance pendant la période coloniale et pour la libération du pays post-colonial, pour l'indépendance. Alors, j'ai en lui, parce que avec des discussions que j'ai eues en famille, je me suis rendu compte qu'il était subjugué par des guerriers. Et c'est quelqu'un, Bazani Terra, je crois que j'en parle un peu dans le livre, c'est quelqu'un qui représentait pour lui Alboury Ndiaye, El Hadji Oumar, Samori Touré, en enfance, puisque de par ses liens de famille, du côté de sa maman, il est descendant quand même de Alboury Ndiaye, qui est enterré aujourd'hui au Niger. Donc, cette conception de lutte assez large, c'est ça qui explique pourquoi j'ai fait ce genre de référence, parce que c'est ce qui a constitué un peu sa culture politique, sa culture militaire, et qu'il a probablement poussé à s'engager dans l'armée. C'est ça. Et la vie de ces résistants-là mérite vraiment d'être connue. Par exemple, moi, j'aime bien Bazani Terra. Ah, très bien. J'ai pas assez lu de lui, mais sa figure me parle beaucoup. Et souvent, je ne peux même pas l'expliquer. Non, mais commençons par le commencement, comme on l'a dit. C'est lui qu'on surnommait l'ancien, le grand-père, ou que le président Modibo Keïta appelait Soum. Soum, ouais. On va revenir sur cette anecdote. En quelle année est-il né et où? Alors, lui, il est né le 12 janvier 1905 à Saint-Louis. Alors, s'il est colonel, c'est parce qu'il est natif des 4 communes du Sénégal. Avant, il y avait les 4 communes pour obtenir la nationalité française. Et ça, c'est Blaise Diagne. Oui. Lors de la Première Guerre mondiale, pour pouvoir recruter le plus de bras, a décidé que, également au niveau des 4 communes, il fallait également qu'il y ait un recrutement. En général, les recrutements se faisaient à l'extérieur des grandes villes comme Saint-Louis, Rufisque, etc. Et pour ça, il a fait faire le 29 septembre 1916 une loi qui permettait d'obtenir la nationalité française pour les originaires de ces 4 communes-là. Donc voilà à peu près, c'est dans la dynamique du recrutement. Recrutement, d'ailleurs, on parlait de Bazani Terra, a lutté contre ça. C'est ça. Hein, c'est la résistance Bobo, mais pas seulement, hein, même les Dogons, tout ça. Ici, la résistance a été très forte pour l'enrôlement dans l'armée. Et j'en profite déjà pour rendre un hommage à tous ces combattants qui ont été mobilisés. Exactement. Le jeune Soumaré était très curieux, très intéressé par la littérature et la poésie.
la résistance au colonialisme est rentrée très vite dans sa vie, vous venez de l'expliquer, et il fut, mais très vite aussi, confronté au racisme. Comment tout cela a-t-il forgé sa personne? Alors, on m'a, puisque je n'étais pas là, Ouais. il était au lycée Faidherbe. Hein. Le lycée Faidherbe, je crois qu'ils ont changé de nom. Lycée Faidherbe qui a été créé en 1919 par le pouvoir colonial. Et là-bas, déjà, ne serait-ce les histoires de réfectoire, de bouffe, de dortoir, les enseignants, c'était tous des Français, en général des Corses. Ah oui. Les Corses ont été le plus dans l'administration coloniale. Les Français d'origine corse étaient. Alors, donc, il y avait beaucoup, et il a vécu déjà ça. Hein? Alors, lorsque j'étais tout jeune, j'ai pas tellement connu le général, mais j'ai connu ses compagnons comme Birago Diop, qui était écrivain, et qui est de cette promotion-là. Alors, il m'expliquait qu'on leur a renvoyé de l'école à cause de ça, de cette volonté de lutter contre les faveurs qu'on faisait aux Blancs, etc. Même s'ils étaient Français, c'était quand même des Français de seconde zone. Hein? Donc, voilà. Donc, ça, je crois que ça forgeait un peu sa personnalité très tôt. Ouais. Qui nécessitera d'ailleurs de manifester tout le long de sa vie, comme on va le voir plus loin. Donc, engagé volontaire en 1925, en qualité de soldat de première classe. Donc, il a commencé très bas, là où on doit commencer. Donc, en 1934, il est affecté au service temporaire des irrigations du Niger, qui deviendra plus tard office du Niger à Ségou, mais comme sous-lieutenant. Là-bas, il va tout de suite prendre fait et cause pour les travailleurs indigènes, mais avec les risques. Il dénonçait les injustices et les inégalités. Donc, c'est encore ça qui le poursuit. Et lorsqu'on les a renvoyés, bon, il est venu à Paris avec les Birago, tout ça, toute une bande, là, les Alum Diop. Tu sais, il aurait pu être dans Présence africaine. Hein? Il a écrit beaucoup de poésie. Malheureusement, c'est tellement mal fait, je n'ai pas pu les reproduire. Mais c'était un poète, hein, ce général-là. Il a fait beaucoup. Alors, il a fait donc le concours, puisqu'il avait le vol du bac, il a fait le concours de l'école des officiers actifs de France, hein, l'école de Saint-Mexan. Il a réussi le concours et c'est en sortant maintenant de cette école qu'il s'est retrouvé tout de suite au Soudan. Et au Soudan français, et plus particulièrement à l'Office du Niger, où là-bas, c'était vraiment les travaux forcés. Hein, vous savez, les travaux forcés, hein, à partir de 1884, hein, même 1887, c'est établi un peu ici. Donc, le code de l'indigénat. Donc, il a eu à lutter, ça le révoltait. Hein, il était officier français, d'accord, mais ça le révoltait. Et Modibo, le président Modibo a fait d'ailleurs un témoignage là-dessus le 20 octobre 1960, lors de la création, lors de la conférence des cadres de l'armée. Tout à fait. Hein, et où il a parlé un peu de cette période-là. Ouais. Mais ce qui est très intéressant, et comme quoi la vie est extraordinaire, mon éditeur, le professeur Amidou Magassa, a écrit un livre qu'on appelle Commandant. Oui, j'ai vu ça. Vous avez vu Commandant a jeté un grand filet devant nous, les exploités des rives du Niger, Office du Niger 1902-1962. Exact. Alors donc, dans ce livre-là, il raconte d'ailleurs cette période assez difficile. Et j'ai eu aussi à revoir ça dans des documents que j'ai consultés de professeur Joly, hein, des historiens français spécialisés dans les travaux de ce qu'on appelle le deuxième contingent de l'armée. Alors, ils en parlent beaucoup et j'ai été surpris de voir ce lieutenant, parce qu'il était lieutenant, mentionner le nom d'un obscur lieutenant Sommaré. Et alors donc, alors ça c'est pour montrer quand même que, et ça c'est le reflet
de la lutte que nos grands-pères et grands-pères ont eue. Et lui, il n'est que le reflet de cela. Hein, la plupart de nos aînés de cette période-là ont tenu tête contre l'injustice coloniale. Hein, lui, il n'est qu'un aspect. Je l'ai pris comme exemple. Je vais reprendre les propos de Modibo Keïta, hein, je cite, comme vous l'avez dit, c'était lors de la conférence des cadres de l'armée, tenue à Bamako le 20 octobre 1961. Et il dit, lorsqu'il était lieutenant à Markala, n'avait-il pas été l'objet de toutes sortes de brimades parce qu'il défendait ses frères de race? Il aurait fait montre de brutalité ou d'arrogance à l'endroit de ses travailleurs et qu'il se serait vu distinguer. Grâce à son statut de Français et de militaire, l'administration coloniale a dû se limiter à le soumettre à des enquêtes administratives dont les conséquences furent effacées à la réintégration du lieutenant dans ses cadres d'origine lors de la déclaration de l'état de guerre le 1er septembre 1939. On va revenir sur, en tout cas, sa proximité avec Modibo Keïta. Mais le livre, vous l'avez dit, vous n'êtes pas historien, mais c'est vraiment très documenté. C'est très documenté, il y a des preuves. Et ça peut aussi rassurer le lecteur et même ouvrir le débat. Le jeune lieutenant fréquentait les cercles intellectuels, vous l'avez dit, panafricanistes. Pour un militaire, quand même, c'est pas assez fréquent. Ouais. Surtout l'amitié avec l'écrivain David Diop. Donc, c'est... Alors, d'abord, vous savez, vous verrez d'ailleurs à l'indépendance ces discours sur l'armée qui sont comme dans la trame d'ailleurs de Modibo Keïta, une armée populaire, révolutionnaire et démocratique. Donc, ça vous donne un peu la coloration un peu idéologique de ce personnage-là. Encore que... Alors, donc, ça, c'était quelque chose d'important. Et c'est tout au long de sa carrière, ça va se vérifier. Hein, j'ai eu beaucoup de documents, des références, parce que j'ai eu quand même la chance aussi un peu de rencontrer des historiens. J'ai une grande sœur qui est professeure aussi de géographie à la Sorbonne. Donc, pour avoir accès à certains documents, c'est extrêmement difficile. Oui. Pour ne pas dire impossible. Hein. Alors, mais on arrive toujours à consulter sur place, hein, mais sans prendre de photos. Oui. Alors, et dedans, dans les rapports, il n'a pas tête brûlée, quoi. C'est un officier supérieur, une tête brûlée qu'il faut véritablement surveiller parce qu'il a tendance toujours à se mettre en défaillance par rapport aux instructions de la hiérarchie coloniale. Et 1939, début de la Deuxième Guerre mondiale. Et comme on le lit chez Amadou Hampâté-Bâ dans 8 mois commandant, ou encore chez Thierno Monet Nambo dans son livre Les terroristes noirs, l'histoire d'un tirailleur, cette guerre fut quand même comme un tournant pour le colonisé, éveil de conscience par rapport à lui-même, mais aussi par rapport aux colonisateurs. Les tirailleurs voyaient désormais que le colonisateur avait ses faiblesses, ses peurs, et Amadou Hampâté-Bâ les décrit avec beaucoup d'humour. Mais comment la Deuxième Guerre mondiale a-t-il contribué à cet éveil de conscience-là? Alors, vous savez, déjà, avant même l'engagement pour la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, déjà, parce que la plupart de ces militaires étaient des fils de tirailleurs. Bon, c'est vrai qu'Osumare n'était pas fils de tirailleurs, mais la plupart, c'était des fils de tirailleurs. Et ils avaient déjà reçu une version de leurs parents, leur expliquant la bravoure des soldats africains lors de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, il y a eu une catastrophe où il y a eu beaucoup de morts en 1921, dans un paquebot, lorsqu'il rentrait en Afrique. Donc, il y avait déjà cette conscience que nous autres, nous n'avons pas à nous rabaisser devant le colonial. Parce que nous avons cette possibilité de nous affirmer. On n'y a aucune, même si il y avait une sorte de racisme institutionnalisé au sein de cette armée-là, puisqu'on ne pouvait pas
c'est des indigènes dépasser le grade de capitaine. C'est pour ça, à l'indépendance, on aura beaucoup de capitaines qui rentreront dans l'armée malienne. Alors, donc, c'est ça. Et ces combattants-là ont joué un grand rôle dans le réveil de la conscience politique et dans la prise de l'indépendance. Même s'ils ont été faire la guerre un peu en Algérie, en Indochine, etc. Je crois que c'est ça qui est ambivalent. Et ça a posé d'ailleurs un problème pour certains intellectuels africains, notamment ici au Mali. Comment utiliser ces personnes-là, dans la mesure où ils ont fait l'Indochine, ils ont été massacrés à Madagascar, etc. Alors, l'ironie a fait que c'est moins l'aspect répressif qui était dévolu d'ailleurs à l'armée coloniale, c'était son rôle, de mettre de l'ordre. C'est pour ça, contrairement aux tirailleurs, qui, eux, ont fait la conquête. Les tirailleurs font la conquête coloniale, l'armée coloniale maintient l'ordre colonial. C'était ça, normalement. Alors, on va voir qu'il y a eu une déchirure à ce niveau-là, puisque ces combattants africains sont devenus de plus en plus réticents ou révoltés face à la hiérarchie coloniale. Eu égard aux vexations, aux injustices qu'ils subissaient, même dans le fonctionnement de leur armée. Donc, ça créait déjà une conscience. Et lorsqu'ils vont être libérés et qu'ils vont revenir ici, la plupart des CTR, d'ailleurs, lors du 22 septembre 1960, vous avez Daouda Traoré, qui était le président des anciens combattants ici, qui a fait un discours pour expliquer la volonté d'aller à l'indépendance, de créer soi-même un État, dans la mesure où ce qu'ils ont connu au sein de l'armée coloniale, ce n'était pas véritablement ce qui était souhaitable. Tout à fait. Arrêtons-nous un instant sur la tragédie de Tcharoy, 1er décembre 1944. Sur le sujet, le Sénégal vient de publier un livre blanc pour rétablir la vérité historique. Il y a eu un comité d'historiens sénégalais dirigé par l'historien et le professeur Mamadou Diouf, qui est professeur à l'Université de Columbia aux États-Unis. Que pouvez-vous nous dire sur cette tragédie vécue comme la pire forme d'ingratitude? Alors, dans le livre, je parle exactement de la période de Tcharoy, parce que dans la vie du général Soumaré, à cette période-là, il était capitaine. Dans cette période-là, oui, c'est ça, il était. Alors, et en réalité, il était là, à Kati. La plupart de son parcours militaire, il l'a fait d'ailleurs au Soudan français. Bon. Alors, et ce qui est symptomatique, c'est le rôle joué par le général Dayan, et ça, c'est important à savoir. Et je crois que c'est la commission qui a été mise en place à Dakar ne vient pas effacer l'engagement que nous, Maliens, Soudanais d'abord, ensuite Maliens, avons eu dans le cadre de la dénonciation du massacre de Tcharoy. Vous avez eu ici, en dehors même du président Alpha Konaré en décembre 2001, vous savez, il y a la place là, ici, il a statue, en dehors de lui. Le général lui-même, Soumaré, lorsqu'il était lieutenant-colonel, il était secrétaire général des anciens combattants de l'AOF et du Togo. Et je crois qu'un de ses problèmes avec l'armée coloniale, c'était sa prise de position lors de réunions concernant les événements de Tcharoy. Et j'essaie d'expliquer ça un peu dans le livre. Et parce que le général Dayan, qui était un général, qui était général de brigade dans cette période et qui a donné ordre de tirer, mais il ne pouvait pas le faire sans l'accord
probablement de sa hiérarchie. Totalement. Alors, il était général de brigade, il va finir général de division. Donc, quelque part, c'est une tragédie assumée. Mais nous, ici, au Soudan et au Mali, il faudrait que, et je crois que c'est très compris par beaucoup de Maliens, y compris par vous-même, puisque vous posez la question, il faudrait que nous nous mettions à nous dire que ces événements de Tcharol, nous ne sommes pas en dehors. Exactement. Ça, c'est très, 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 très important. Tout à fait. Et on a eu un documentaliste, Diallo, qui a réuni beaucoup de témoignages d'anciens combattants maliens, soudanais, qui expliquaient, qui ont vécu, qui ont connu cette période-là. Alors, je crois que c'est aux historiens maintenant maliens, et je crois qu'il y a une dynamique qui est en train de se faire pour dire comment et quand et le nombre par lequel nous étions mobilisés dans Tcharol. Ouais. Ils viennent de Kati, ils devaient être transférés à Kati, mais avant même d'être transférés à Kati, avant d'aller en Europe faire la guerre, beaucoup ont eu leur formation à Kati. Kati était un des grands camps militaires comme Tcharol, mais encore plus. Kati, c'était un camp d'entraînement, de transit et d'entraînement militaire extrêmement puissant, et beaucoup voltaïques, soudanais, beaucoup de gens se sont engagés à partir de Kati. Et donc voilà, et puis il y a Bakary Kamian, il attire notre attention là-dessus. Hein, et ça, c'est très, très, très important. Exactement. Que nous soyons conscients que ce n'est pas une affaire sénégalaise, et ce n'est pas une affaire sénégalaise, c'est une affaire africaine, c'est une affaire peut-être très malienne. Très malienne. Bon. Exactement, vous le citez, hein, parce que c'est ce que Bakary Kamian dit, et lui, il avance même l'idée de 80 000 combattants maliens qui sont allés quand même au secours de la France pendant les deux guerres. Vous avez bien lu le livre de Bakary Kamian. Donc, non, comme vous l'avez dit, c'est vraiment important qu'on ne soit pas absent sur cette question, qu'on laisse cette... c'est vrai, c'est bien ce que les autorités sénégalaises sont en train de faire. Mais il faudra aussi que les pays aussi, les autres pays francophones, ils rejoignent cet élan-là. Voilà. On voit que plus les guerres passent, plus le jeune sous-marin monte en grade. Le parcours d'un officier de terrain valeureux et qui s'est distingué sur tous les théâtres. Il était capitaine pendant la guerre d'Indochine, vous venez d'en parler, mais vous développez en tout cas des thèses assez inédites dans le livre, comme on va le voir plus loin. Le processus de décolonisation a commencé avec la défaite de la France à Dien Bien Phu. La guerre d'Algérie a suivi dans la foulée des accords de Genève. Et déjà, c'est quoi ces accords et en quoi ils furent un immense espoir pour les Africains? Alors, ça c'est très important. Les accords de Genève ont montré, d'ailleurs, Farhat, il y a un député, je le cite dans le livre, qui était dans l'Assemblée nationale française, qui a bien expliqué que ces accords montrent le fait que les gens de couleur peuvent battre une armée coloniale, fût-elle française ou autre. Et ces accords ont, aussi bien les accords de Genève que la défaite de la cuvette de Dien Bien Phu en 1954, ont démontré que la volonté des peuples colonisés à retrouver leur indépendance, à compter dans le concert des nations, c'était quelque chose de réel. Et ça s'est tellement bien fait que beaucoup de mouvements après de contestation de l'ordre colonial vont commencer par là. La guerre d'Indochine, qui commença véritablement en 1947 et qui va continuer, c'est parce que Ho Chi Minh ne voulait pas des accords de Fontainebleau. Et ça, c'est quelque chose en 1946 plutôt. Il ne voulait pas des accords de Fontainebleau. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que
le désir d'indépendance, suite à la Seconde Guerre mondiale, a été comme un vent dans tous les pays colonisés. Les gens se sont dit qu'à partir de maintenant, nous prenons en charge notre destin. Et s'il faut prendre le fusil pour ça, on le prend. Alors, ça, si vous remarquez, les événements de Madagascar viennent après la Seconde Guerre mondiale, les événements également d'Indochine, les événements d'Algérie en 1954, également, c'est la même chose. Hein, et tout ça, ça prouve que l'ambition des colonisés à faire leur histoire était réelle. Ici, au Soudan, l'Union soudanaise RDA, le PSP, et d'autres mouvements, sans compter les foyers intellectuels, les foyers culturels, il y avait qui foisonnaient ici, le syndicat, et il y avait cette volonté-là. Donc, moi, je crois que tout ça explique le chemin dans lequel nos pays vont s'engager à partir de cette période-là, où on ne considère plus, il y avait les événements de Timbuktu en Côte d'Ivoire, on ne considère plus le pouvoir colonial comme légitime, légal, où il faut se soumettre, où il faut déléguer sa destinée. Voilà. Et c'est ça que ça indique véritablement. Et on verra tout le processus de décolonisation qui va suivre. S'enclencher rapidement avec tout ça. Et vous reprenez une citation d'Albert Einstein, le hasard, c'est Dieu qui se promène. Ouais. Et le hasard va mettre ces deux hommes-là en contact. Mais est-ce que, avant de parler des rapports entre le président Modibo Keïta et le général Abdoulaye Soumaré, à quand remonte leur première rencontre? Est-ce qu'on a une idée de ça? Voilà. Alors, beaucoup de gens vont vous dire c'est lors de la Fédération du Mali. Mais vous savez, Modibo, il a fait William Ponty. C'est la promotion 1934-1936. Il est sort majeur d'ailleurs de cette école. Alors, entre parenthèses, William Ponty, pour pouvoir faire le concours d'entrée, il fallait sortir de l'école supérieure préparatoire. Il fallait faire, c'était un concours pour aller à William Ponty. Et il y avait plusieurs sections. On ne devenait pas instituteur au sens instituteur du terme. Il faut bien. Après, il y avait la section administrative et commerciale. Et puis, il y avait la section médecine pour pouvoir faire l'école de médecine. L'école pour sortir comme médecin africain. Alors ça, c'est juste... Parce que j'ai vu dans le réseau beaucoup de... Exactement, oui. On parle de... Alors, ça veut dire que dans le système scolaire actuellement, disons, c'est la 9e, quoi, pour faire le concours. Attention. Pour faire le concours. Pour faire le concours. OK. Attention. D'accord. C'était pas... je ne sais pas, parce que... Non, vous faites bien de revenir sur ça, parce que les gens disent que c'est la 6e année à la 9e année, quelque chose comme ça. On veut minimiser ça. C'est des gens extrêmement... Et ensuite, pour sortir de William Ponty, il faut non seulement avoir une bonne moyenne, Modibo était major de sa promotion, mais également, il faut déposer un mémoire. Oui, exact. Très important. Autrement dit, la capacité de réfléchir. Alors, il faut produire quelque chose. Il faut produire un mémoire. Donc, tu vois, c'est comme si les gens qui font un master, je ne sais pas quoi, là. Exactement. Bon, alors, donc, d'abord ça, c'est important. C'est vrai que c'est des gens qui ont été formés par l'administration coloniale pour servir dans l'administration coloniale. Mais le niveau de formation intellectuelle était assez important. Tout à fait. Bon. Exactement. Alors, Modibo et le général se sont pas connus à la Fédération du Mali. Okay. Modibo, en 1934, là, lorsqu'il est déjà à William Ponty, donc à Dakar, et que le général est à un moment ici à Ségou, ensuite il quitte
pour aller en France. Ensuite, il revient, même pendant cette période-là, il revient un peu à Dakar. Hein? Donc, ils ont tous les deux, tenez-vous bien, mis en place à Kaolack une des premières associations soninké. Je dis bien soninké. Voilà. Donc, ils se sont connus dans cette période-là. Alors, cette période-là, et puis surtout, lorsque, en 1938, là, il a fini, Modibo a fini, donc, William Ponty, hein, il sort en 1936. Donc, là, en 1938, lorsqu'il est affecté à Sikasso, mais Soumaré les rencontre aussi là-bas. Et il fait la connaissance de ce qu'on appelle Jean-Marie Connet, qui était Jean-Marie, qui est aussi en Pantin. Hein, bon, avec les Barema Bokoum, tout ça. Bon, c'est cette promotion. Barema est de la promotion de Modibo Keïta, hein, qui était ministre. Alors, donc, ils se sont connus là. Donc, voyez-vous, et dans cette dynamique-là, il va, dans les années 50, connaître Ousmane Ba, qui a été un de nos meilleurs ministres des Affaires étrangères, comme Barema Bokoum. Ousmane Ba, qui était d'ailleurs ministre dans le gouvernement de la Haute-Volta, du Burkina, le premier gouvernement de 57. Et, alors, il le rencontre aussi. Alors, je ne vous parle pas maintenant des groupes d'études communistes, qui, j'en parle un peu dans le livre très rapidement, mais on l'avait sanctionné pour ça, parce qu'en fait, il voulait aller discuter, bon, mais en tant qu'officier, c'était pas, hein, et ça, il a eu un blâme, et ça, c'est le feu le général Claude Madem Bassi, qui est aussi de Saint-Maxent, qui est un ancien de Saint-Maxent, qui me l'a dit ici à Bamako, hein, il me dit, ton papa, là, il était brûlé, il allait assister à une réunion, et ça a failli lui coûter cher, hein, ce truc-là. Et donc, alors que ce groupe d'études communistes n'est pas créé au Soudan, contrairement à ce qu'on dit. Ça a été créé en 1942, mais à Dakar. Hein, lorsqu'on dit qu'à la Fédération, les Maliens, les Soudanais étaient marxistes, tout ça. Mais il y a le premier parti communiste qui a été créé en AOF a été créé au Sénégal, à Thiès. En septembre 1957, c'est le PAI. C'est le fameux PAI. Et c'est Majwood qui... Alors, donc voilà. Donc voilà, lui, dans ce cadre-là, c'est vrai qu'il a eu ce genre de position et ses relations avec Modibo ont continué, puisque, comme vous le savez, Modibo, il a été vice-président de l'Assemblée nationale de la France, hein, à partir de novembre 1957. Ensuite, il deviendra toujours en novembre 1957 ministre de l'Outre-mer. Hein? Ensuite, et là, il va rester là comme ministre de l'Outre-mer pour ensuite devenir secrétaire d'État auprès du président du Conseil. Et ça, il va y rester jusqu'en 1938, jusqu'en 1958. Et là, le général, lui, lieutenant-colonel en 1956, sera membre du cabinet de Maurice Bourgi Monori, qui deviendra ensuite ministre de la Défense. Et en tant en tant que président des anciens combattants également, il sera sous les ordres du ministre de la Défense. Et ils feront une sorte de rencontre, ça c'est ma maman ma maman qui me l'explique, des rencontres très fréquentes à Paris, entre lui, Modibo. Alors donc, les relations sont anciennes. C'est pas une relation de la fédération. Ça remonte même au temps où même ils n'étaient pas à Paris. Mais ça s'est renforcé lorsque Modibo était dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale et dans le gouvernement français. Tout à fait. On voit bien un parcours de Modibo Keïta qui a occupé des positions de pouvoir qui n'est pas venu du jour au lendemain. Ah non, pas du tout, pas du tout. Oh là là, pas du tout. Pas du tout. Et on va s'arrêter sur la Fédération du Mali. Il est colonel d'infanterie. J'avoue que sur la Fédération du Mali, nous avons beaucoup de choses à apprendre. Et c'est l'intérêt encore de lire ces livres-là. Déjà, je voudrais commencer avec la condescendance de De Gaulle quand il apprend la fédération.
Il dit la République soudanaise, je connais. La République sénégalaise, je connais. La République du Mali, je ne connais pas. Et il a fallu ce que vous qualifiez d'entêtement de Modibo Keïta pour que De Gaulle accepte l'idée de fédération. Oui, oui. Dans cette période-là, d'ailleurs, on est dans la communauté française, hein, donc c'est-à-dire que le référendum de 58 est passé, hein, la Guinée est partie, mais nous, Soudan, la République soudanaise et la République du Sénégal, Burkina et même le Dahomey, enfin le Bénin, c'est nous qui constituons les quatre, avons tous voté oui au référendum de 58. Donc, à partir de là, donc, en octobre, donc, c'est la 5e République, hein, le 4 octobre 1958. Et là, automatiquement, nous sommes membres de la communauté française. Oui. Alors, De Gaulle, pour lui, il connaissait le Sénégal qui a voté oui. Il connaissait le Soudan qui a voté oui, malgré beaucoup de choses. Ici, Philippe Davo avait milité pour le non. Hein. Ah oui? Ah oui. Bon, nous, au Mali, la stratégie de Modibo, c'était qu'il avait compris que la plupart des États de l'AOF de cette période-là optaient pour le oui. Et dans sa conception, il était important d'aller en indépendance en étant groupé pour refaire ce qu'on appelle l'AOF, hein, l'AOF qui depuis 1895, qui va mourir donc en 1956 avec la loi 4 du 23 juin 1956. Modibo voulait qu'on aille regrouper. Alors c'est pour ça qu'il a milité pour le oui au référendum de 58. Alors malheureusement, et donc De Gaulle pour lui, il avait toujours dans l'esprit la loi Gaston Defferre, soutenue par Houphouët-Boigny le 23 juin 1956, la loi 4. C'est-à-dire que tous les États sont indépendants de façon autonome. Pas alors c'est pour ça, lorsqu'il a compris la stratégie, il a dit non, moi je connais le Sénégal, je connais la République, mais je ne connais pas la Fédération du Mali. Et effectivement, comme vous le répétez, il a fallu que Modibo tape sur la table, hein, c'est vers le 15 mai 59, que De Gaulle va finir par admettre. Il ne va pas reconnaître, il va admettre la Fédération du Mali. Parce que s'il reconnaissait ça, il n'allait pas œuvrer d'une manière ou d'une autre à son éclat. Et ça, on va revenir dessus. Donc, rappelons, la constitution de la Fédération a été adoptée en 1959 par les deux pays, Soudan et Sénégal. C'était un régime parlementaire. Exact. Très bien. L'élection du président de la Fédération prévue le 27 août 1960 n'aura jamais lieu. Mais expliquez-nous l'organisation institutionnelle de la Fédération. Qui avait quoi comme pouvoir? Et sachant que les pouvoirs étaient provisoires. Ouais, en fait, très bien. Là, je suis content que vous avez lu. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, ils se sont dit, les fédéralistes, donc parce que la Haute-Volta et puis le Bénin et le Dahomey vont quitter la fédération. Hein, février 1959, ils vont refuser de ratifier la constitution fédérale, chose que le Sénégal et le Soudan ont fait en janvier 59, hein, un mois avant. Donc, et vous l'avez très bien dit, c'est un régime parlementaire, c'est président du Conseil. D'ailleurs, le Mali, on va aller à l'indépendance avec un président de Conseil, hein, un président du gouvernement, ici, hein, et qui sera d'ailleurs président provisoire. Alors, pourquoi c'était provisoire? C'est pas la fonction, parmi les fonctions, il y en avait qui étaient provisoires, comme la fonction de ministre de la Défense. Ils se sont dit qu'après l'élection du président de la fédération qui allait se faire par les assemblées, c'est pas une élection au suffrage universel, hein, c'est un suffrage indirect. C'est le Congrès. Ça veut dire les deux assemblées qui vont se réunir pour élire le
président de la fédération, donc les députés fédéraux. Donc, ils se sont dit, après maintenant, si jamais, après, le ministre de la Défense, le poste définitif de ministre de la Défense sera pourvu. Parce que pour que le poste soit pourvu de façon légale, il lui fallu que le ministre de la Défense ait l'agrément de l'Assemblée fédérale. Exact. Ce qui n'était pas encore possible parce que les choses n'étaient pas encore mises en place. Alors, si bien que c'est par un décret pris en Conseil des ministres que le ministre de la Défense, que Mamadou Dia, vice-président, parce que c'est l'Assemblée fédérale qui le nomme vice-président, qui lui donne l'agrément, comme Modibo, qui était président du gouvernement fédéral. Il n'est pas président de la fédération, il est président du gouvernement fédéral. Et ça, c'est l'Assemblée fédérale qui lui donne l'agrément. Bon, alors maintenant, pour le poste, puisqu'il fallait quand même une armée et puis s'organiser, on s'est dit, et puis nommer des ambassadeurs, etc. On s'est dit, bon, en attendant le 27 août, on prend un décret, nous, les ministres, le Conseil des ministres, pour désigner un parmi nous qui assurera de façon provisoire les fonctions de ministre de la Défense. On l'a donné à Mamadou Dia. Alors, fonction provisoire de ministre des Affaires étrangères, on l'a donné à Modibo Keïta. Fonction provisoire de chef d'État de la Fédération du Mali, on l'a donné à Modibo Keïta. Mais c'est provisoire. La fonction officielle, ratifiée et tout, c'est la fonction de président de la fédération, du gouvernement fédéral et vice-président du gouvernement fédéral. Sinon, tout le reste, là, ils l'ont mis de façon provisoire, étant entendu qu'à partir du 27 août, on va changer. Alors, dans mes recherches, j'ai cru comprendre que le ministre de la Défense aurait été Vadjo Djonia du côté sénégalais, et du côté soudanais, le ministre des Affaires étrangères aurait été Jean-Marie Codé. D'accord. Donc, voilà. Et Senghor dans tout ça, il est alors, Senghor, lui, il est déjà président de l'Assemblée fédérale. fédérale. Il est déjà élu. D'ailleurs, c'est le premier qui est élu. Pourquoi? Parce qu'on est dans un régime parlementaire. Oui. Hein, les députés se sont réunis et ils ont désigné à l'unanimité Senghor comme président. Il n'y a eu aucun problème pour ça, pour sa nomination comme président de l'Assemblée fédérale. Très bien. Voilà. Arrêtons-nous maintenant sur deux thèses que vous développez. Et j'invite vraiment les téléspectateurs à vraiment suivre ça, parce que ça participe à cette réflexion sur ce moment fédéral de notre histoire, surtout sur les causes de l'échec. Est-ce que l'échec ne serait pas plutôt dû à cette opposition entre Léopold Sédar Senghor et Lamine Gueye, plutôt qu'entre Senghor et Modibo Keïta? Première thèse, on développe ça. Alors, ça c'est une très 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 bonne question. Et je suis content que vous posiez ce genre de questions, effectivement, dans le livre. Alors, ce qu'il faut savoir, il y avait une conférence, parce qu'il y avait un parti, ce qu'on appelle le Parti de la Fédération africaine, qui regroupait l'Union soudanaise RDA, du côté soudanais, et l'Union progressiste sénégalaise, du côté sénégalais. C'est cette fusion des deux qui a donné ce qu'on appelle le Parti de la Fédération africaine, dont le président est Senghor et dont le secrétaire général est Modibo Keïta. Alors, il était entendu au sein de ce parti-là que le poste de président de la République le 27 août, ce serait dévolu à la délégation du Sénégal. Autrement dit, c'est un Sénégalais qui allait occuper le poste de président de la fédération. Mais attention, on a dit un Sénégalais. Ça peut être n'importe qui. Même la vendeuse d'arachide, là. Tout à fait. Donc, c'est un Sénégalais. Moromafo, Toromafo. Donc, c'est clair. Alors, maintenant, c'était clair, donc, pour les Soudanais. Alors, c'est pour ça, de temps en temps, j'entends que Modibo était candidat pour être président de la fédération. Non, c'est faux. Modibo n'a jamais... Il était président du Conseil fédéral, dans un régime présidentiel. Il ne va pas aller s'amuser à être président de la fédération, surtout que
c'est la reine Elisabeth, le président de la fédération. Exactement. Il n'a pas le pouvoir, c'est le président du conseil, hein, comme en Angleterre, c'est son régime. Il ne va pas aller. Donc, alors, maintenant, il y avait Senghor, qui était déjà président de la fédération, de l'Assemblée fédérale, a voulu légitimement être président de la fédération. Bon, c'est son droit. Hein? De toute façon, les Soudanais n'avaient absolument rien à voir dedans. Alors, sauf que il fallait avoir la majorité des députés à l'Assemblée fédérale. Donc, les députés soudanais, les députés sénégalais votent. Ce n'est pas seulement les députés sénégalais qui votent. Ils votent au sein de leur structure. Entre eux, ils désignent entre eux quelqu'un. Bon. Et ils viennent, ils le présentent à l'Assemblée fédérale et tout le monde applaudit. C'est une unanimité. Tout le monde applaudit. Ah ben non, il n'y a pas d'autre chose. Alors, malheureusement, Senghor, lorsqu'ils se sont rendus compte avec Mamadou Dia qu'ils avaient tous les députés sénégalais avec eux pour voter, mais que du côté soudanais, faut te dire la vérité, il n'y en avait aucun. Il y en avait 2 ou 3 qui allaient s'abstenir pour des raisons j'avais 3 députés soudanais fédéraux allaient s'abstenir. Ils n'allaient pas voter, mais ils allaient faire comme si, mais ça n'allait rien changer. Alors, donc, alors là, Mamadou Dia et Senghor, d'ailleurs, ont compris tout de suite que les Soudanais n'allaient pas voter pour lui, alors qu'il lui fallait un nombre de voix pour pouvoir être président de l'Assemblée fédérale. Si le poste, on le laisse au Sénégal, cela n'interdit pas le fait que Sénégalais et Soudanais votent. Hein, c'est un arrangement qui se sont fait comme ça, mais c'est tout, parce que du côté soudanais, personne n'était candidat, ne voulait de ce poste-là. Alors, maintenant, ils ont compris que si Senghor n'arrive pas, un autre candidat du Sénégal pourrait se présenter. En l'occurrence, Lamine Gueye, qui est né à Médine, dont le père, Birahim Gueye, a passé, d'ailleurs, toute sa famille, il a une grande famille qui est actuellement à Médine, mais ce n'est pas la raison, hein, c'est juste pour dire qu'il est né à Médine. Alors, mais il est français, puisque la loi lui permettait d'être français, puisque de père français. Alors, donc lui, il allait présenter sa candidature du côté sénégalais. Donc, il n'aurait pas toutes les voix sénégalaises, hein, puisque beaucoup sont des partisans de Senghor, mais il avait une écurie politique au sein de l'Union progressiste sénégalaise. C'était le concurrent de Senghor, ce qu'on appelle les socialistes unifiés, dont 2 d'ailleurs vont être ministres fédéraux dans le gouvernement fédéral de la République du Mali, Ablaye Fofana et Dout Cham. Alors, bon, ces gens-là vont voter, vont pas voter pour Senghor, ils vont plutôt voter pour Lamine Gueye, plus les voix soudanaises, ils passent. Et pourquoi alors on me dit, mais pour quelle raison, je ne développe pas trop dans le livre, pour quelle raison Lamine Gueye? Pas parce qu'il est né à Médine. Je crois que vous parliez tout de suite des événements de Tcharoy. L'avocat des rescapés de Tcharoy, c'était Maître Lamine Gueye. Hein? Et ça, c'est important. Et ensuite, Maître Lamine Gueye, c'est d'ailleurs lui qui a amené Senghor au Sénégal pour être député. Sauf que Senghor va le battre après. Hein? Surtout en 1951, il l'efface carrément. Donc, mais ça, c'était la cuisine. Alors, on ne va pas être hypocrite. Il y avait probablement un jeu des Soudanais qui se méfiaient peut-être de Senghor, encore que Senghor avait eu aussi de bonnes relations avec Modibo. Il n'y a jamais eu d'animosité. Alors, ce qui est d'ailleurs le plus surprenant, c'est peut-être l'attitude de Mamadou Dia, qui avait toutes les options qui ressemblaient à celui de... Alors, c'est pour te montrer les vieux
dans cette période-là le sens de la fidélité, de l'amitié et de la parole donnée. Mamadou Dia, très tôt, a donné son engagement à Senghor. Et pour lui, revenir là-dessus, ça, il l'a mis en prison pendant des années de prison. Il sort de prison, la première visite que Mamadou Dia a fait, c'est chez Senghor. Il va voir son bourreau pour lui dire, pour lui demander qu'il fasse la collate. Tu t'imagines? Alors ça, c'est Mamadou Dia. Donc, mais c'est la conception de ces gens-là. Hein, j'entends des gens dire, on n'est plus des Soudanais, on est des Maliens. Ça signifie quoi? Parce que les Soudanais, c'était la fierté, hein, on rigolait pas avec la corruption et tout ça. Hein, mais comme les Maliens, hein, parce que les Modibo vont devenir Maliens. Après. C'est eux qui vont créer le Mali, la République du Mali. Exactement. Donc voilà à peu près les raisons qui ont poussé Modibo Keïta, qui ont poussé plutôt Lamine Gueye à être candidat. Et encore une fois, Modibo n'a jamais... n'avait aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc deuxième thèse, c'est le choix du chef d'état-major de la défense et des forces de sécurité de l'armée fédérale entre le colonel Abdoulaye Soumaré et le lieutenant-colonel Amadou Fall, qui va aussi créer cette tension-là. Oui, alors, Mamadou Dia, qui était ministre, qui était vice-président, ministre provisoire de la Défense, a proposé Amadou Fall, qui deviendra colonel dans la dynamique d'ailleurs, et Amadou Fall, comme chef d'état-major général. Hein? Et Modibo, qui était président du Conseil, mais chef suprême provisoire des armées, tout ça c'est provisoire, a proposé donc le colonel Soumaré, en se disant qu'en dehors même des liens peut-être qui se sont connus comme je vous ai dit, mais du point de vue strictement militaire, bon, c'était le premier colonel de l'armée française, le premier colonel africain dans l'armée coloniale, le premier. C'est le colonel Soumaré. Donc, c'était le plus gradé. Donc, je dis, bon, puisque c'est le plus gradé, là, vraiment, on n'a qu'à prendre mon frère Soumaré, et puis voilà, et puis on n'en parle plus. Alors, ça a créé beaucoup de problèmes, puisque Mamadou Dia n'avait pas accepté. Mais finalement, bon, avec les conciliations, etc., bon, et puis, je crois que ce qui explique tout ça, c'est le fait que Amadou Fall était conseiller militaire de Mamadou Dia, parce que Mamadou Dia est en même temps président du conseil du gouvernement du Sénégal. Hein, ça, c'est à cause de Senghor que c'est permis. Et parce que normalement, le cumul des deux fonctions, c'était pas possible. Et Ablaye Soumaré, le colonel Soumaré, était conseiller militaire de Mamadou Dia, de Modibo Keïta. Hein, tout en étant avec les anciens combattants, Modibo en a fait son conseiller militaire. Donc voilà à peu près les choses. Et voilà, c'est comme vous le dites, et Mamadou Dia même qui fera un aveu après, voilà, par rapport à toutes ces prises de position-là, parce qu'on sentait après qu'il n'était pas tellement à l'aise avec ça, et vous l'écrivez. Mais expliquez-nous comment la naissance de l'armée malienne est-elle liée à la Fédération du Mali? Bon, parce que la plupart des militaires soudanais, parce qu'il y en avait, beaucoup, des Soudanais, des militaires et des gendarmes soudanais, la plupart sont revenus ici, au Mali, pour constituer. Ils étaient 1400 à tout casser, 1400 militaires. Donc, ils ont structuré avec Soumaré, mais il y avait d'abord le commandant, le chef de bataillon Pinana Drabo, qui avait déjà ici un bataillon, qui relevait bien entendu de la fédération, du chef d'état-major général de la Fédération du Mali. Et il y avait déjà un chef d'état-major du bataillon de la Fédération, en l'occurrence le capitaine Sékou Traoré, qui restera d'ailleurs chef d'état-major durant la période où Soumaré sera là comme chef d'état-major général des forces armées. Mais expliquez-nous ça. Ben non, mais c'est simple.
Actuellement, on dit chef d'état-major adjoint. Oui. Voilà. Oui, Donc, en général, donc tout ce qui est logistique, bon, je ne suis pas dans le secret militaire, ça c'est les militaires, mais eux, ils peuvent vous expliquer ça. Mais lorsque vous avez un bataillon, en tous les cas, vous pouvez avoir également un état-major. D'ailleurs, Pinana a proposé que le capitaine Sékou Traoré, puisqu'ils étaient ensemble d'ailleurs à Madagascar, hein, donc ils étaient là-bas avec Kélétigui Drabo, qui est capitaine depuis 1950. C'est le plus ancien des capitaines qui sont venus dans l'armée malienne. C'est ça. Sékou, c'est en 1955, puis Pinana, c'est en 1953, hein, quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, on va parler peut-être de ce que vous qualifiez de soi-disant coup d'État des Soudanais. On en parle beaucoup ici aussi, en disant que c'est les Soudanais qui voulaient faire un coup d'État voilà, pour prendre les rênes de la fédération et tout. Mais déjà, on voit que c'est la France qui parle des dispositifs de contre-coup d'État. C'est comme il voyait venir quelque chose, on ne sait pas. Et ensuite, le colonel Soumaré fut pris en guet-apens au camp de la gendarmerie de la Médina, parce que se trouvant seul, sans escorte, devant le président Senghor, le ministre de l'Intérieur. Et Senghor lui posa ce dilemme-là. Colonel Soumaré, êtes-vous sénégalais ou soudanais? Que fut sa réponse? Il a dit que il n'a même pas dit je suis ni soudanais ni sénégalais. Il a dit que je suis soldat et africain. Ah, voilà. Alors, effectivement, c'est le lieutenant-colonel Pierre qui lui a demandé de venir parce qu'il y avait un problème à régler. En même temps, bon, Modibo lui avait remis les réquisitions pour réquisitionner, puisque le 18 août 1960, Mamadou Dia a commencé à parler de la sécession du Sénégal, alors que la Constitution l'interdisait. Donc, c'était comme un casus belli. Bon, mais, donc, on lui a dit de venir. Alors, lui, en général, il réglait beaucoup les problèmes entre soldats maliens, soldats soudanais et l'administration coloniale ou soldats africains, disons, et l'administration. Alors, il est venu dans ce cadre-là, sans escorte, sans rien. Ma maman me raconte qu'il a même failli aller là-bas avec ses babouches. Et que c'est elle qui lui a dit, mais porte au moins tes souliers. Hein? Mais c'est lui-même qui conduisait. Donc, il n'y avait pas son aide de camp, son escorte, parce ils étaient escortés, ils étaient suffisamment. Alors, donc, il arrivait là-bas, oui, effectivement, il se rend compte que Senghor est là, Valdiodio Diondia est là, qui est ministre de l'Intérieur. Hein? Et ça c'est du point de vue... et puis le colonel Fall, le conseiller militaire aussi, était là. Alors, leur présence n'avait pas tellement de sens, eu égard au commandement. Hein? Le colonel Pierre, oui, c'était normal, c'était le chef de la gendarmerie, adjoint du chef d'état-major général, oui. Mais le reste, là, ces politiciens et même le conseiller militaire de Mamadou Dia, Amadou Fall, bon, ils n'avaient pas... voilà, c'est ça, c'était pas leur présence était... Alors, ça l'a surpris. Hein, alors qu'en réalité, bon, c'était... une opération. Exactement. Mais c'est là où il fut arrêté. Ah oui, il a été arrêté tout de suite, et puis arrêté par... alors, je parle un peu d'Étienne de Bois-Lambert, parce qu'en ce moment-là, on avait un représentant de la communauté française au sein de la Fédération du Mali, qui était Étienne de Bois-Lambert. Et nous, on avait aussi un représentant de la Fédération du Mali à Paris. Nous aussi, on avait ce représentant-là, Blaise Maïga, et donc, c'est pour vous dire, c'était pas un ambassadeur, c'était des hauts représentants, parce que c'est toujours dans le cadre de la communauté française. Le Mali, la fédération est dans la communauté française. Alors, c'est pour ça, à l'indépendant, Modibo va demander à reprendre tout ce qu'il a transféré, hein, voilà, son fameux discours. Exactement. Non, on voit clairement que la France ne voulait pas de la fédération, ou du moins
ne voulait pas, par exemple, pas un Modibo, mais peut-être un Lamine Gueye à sa tête. Donc, dans ce processus de mise en place de l'armée malienne, on voit que le politique, qui est Modibo Keïta, et le militaire, qui est le colonel Soumaré, avaient une vision partagée de cette armée, qu'ils ne voulaient plus classique, mais souveraine. Les deux se parlaient beaucoup, s'estimaient grandement. Mais le président était quand même ministre de la Défense aussi. Est-ce que ce cumul n'était-il pas un problème? Bon, il faut comprendre que à partir du 20 août, c'est l'état d'urgence qui a été décrété en Conseil des ministres fédéral par Modibo Keïta. Le 19 août plutôt. Et ça va continuer. Ça dure au moins 15 jours. Après 15 jours, maintenant, l'Assemblée... Alors, et lorsqu'on vient en indépendance, ici au Soudan, on est resté aussi dans une période d'exception. Il faut le savoir, pour des raisons sécuritaires et autres. Alors, et c'est dans ce cadre-là que ces mesures-là ont été prises. Et il a été effectivement ministre de la Défense en même temps, à un moment, et même ministre des Affaires étrangères, même si c'est Barema Bokoum qui sera ministre des Affaires étrangères à partir de 1961 jusqu'en 1964. Après, ce sera Ousmane Ba. Mais disons que les Affaires étrangères et la Défense, c'est domaine de souveraineté. Arrêtons-nous quelques instants sur les dimensions que le général Soumaré voulait donner à l'armée malienne. Il a théorisé les nouveaux soldats maliens. Pour lui, je le cite, « La force de l'armée réside dans le lien avec son peuple, son histoire, sa conscience et son engagement patriotique et civique. » Je continue. L'idée du soldat guerrier a fait sa place à celle du soldat citoyen et l'idée de l'officier aventurier et destructeur a fait place à celle de l'officier éducateur, constructeur et administrateur. On voit un général Soumaré qui va mettre en place des structures comme l'EMIA pour vraiment garantir cette souveraineté militaire. Il est pour le multilatéralisme, pour l'armée panafricaine, l'armée régionale. Et il était aussi contre une promotion rapide d'officiers, contre la politique dans l'armée, vous l'avez dit. Il a côtoyé ces cercles marxistes et tout. Mais après, il a posé des limites entre le politique et l'armée. Et revenez un peu sur toutes ces dimensions-là de l'homme, multilatéralisme, panafricanisme, nouveaux soldats maliens. Ouais. Alors, vous savez, le seul congrès ordinaire de l'USRDA pendant cette période s'est tenu le 10 septembre 1962. Et c'est dans cette période-là qu'il a fait ce genre de déclaration que vous êtes en train de lire. Mais il faut dire que le Modibo Keïta avait aussi cette conception, et la plupart de ces officiers qui sont venus, les premiers là, qui sont venus de l'armée coloniale, malgré le fait qu'ils aient travaillé dans l'armée coloniale. Donc, en réalité, le général Soumaré traduisait de façon claire certaines appréhensions, aspirations d'ailleurs de ces officiers-là, de ces premiers officiers. Alors, il faut dire que le parcours au sein de l'armée coloniale a fait que certains sont venus un peu, j'allais dire, révoltés en tous les cas. Alors donc, il y avait cette prédisposition. Mais le plus fort, ça a été la frange des jeunes officiers, comme Dibi Silas Djaras, et tout ça. Il avait créé, Amara Lamfaga et autres, et il avait créé un comité de réflexion au sein de l'armée qui regroupait ces jeunes officiers-là pour définir le nouveau soldat de l'indépendance, qui ne sera plus un soldat de la répression ou un soldat de l'ordre colonial, mais un soldat au service de son peuple qui sera toujours imbu de son peuple. Et ça, c'est cette conception-là, d'ailleurs, que des gens comme Thomas Sankara, Marianne Gouabi ont repris d'une manière ou d'une autre, surtout Thomas Sankara. Cette conception-là. Alors c'est pour ça que j'incite beaucoup notre armée
de fouiller dans les archives pour voir. Thomas Sankara va reprendre tout ça, hein, cette réflexion, et c'est une réflexion qui est menée par, surtout lorsqu'il y a eu le séminaire du 5 octobre 1963, ces théories-là ont été en vogue. Hein, et Soumaré ne le porte pas tout seul, Sékou Traoré, ils sont nombreux à le porter. Mohamed Ould Issa, etc. Ils sont très nombreux à porter ça. Mais la France jeune, les jeunes, là, ont travaillé beaucoup dans ce cadre-là. Également, les Léon Sangaré, Sékou Doumbia, etc. Donc voilà, c'est une conception qui tranche avec l'armée coloniale. Voilà. C'est ça, et on va laisser les lecteurs découvrir tout ça. Tout ça de façon, voilà, je ne veux pas tout dire. Jeunes officiers, voilà, très intelligents, engagés et tout. Nous arrivons le 2 octobre 1964. Ah oui, voilà. 4 ans avant le coup d'État. Le grand arbre, selon le général Poudjougou, tomba. Ah, Poudjougou, oui, c'est ça. C'est ça. Quelles sont les circonstances de sa mort? Bon, il y a Allah. Oui. C'était fini. Bon, mais il y a eu beaucoup de théories là-dessus. Mais pour nous, enfin, dans la famille, c'est le destin. C'était terminé. Même si il y a eu des soupçons au niveau de Paris, à son hôtel, parce qu'il est mort à Paris. Il est mort à Paris. Il était en mission, il revenait d'Algérie, il est allé à Paris. Et bon, c'est là qu'il est mort. Mais pour le moment, on n'a pas accès à des documents. En tous les cas, c'est de Paris maintenant qu'il est sorti de ce monde-là, quoi. Voilà. Et il y a vraiment eu, c'était vraiment un symbole, hein, et on a vu qu'avec son décès, les titres des généraux et des chefs d'état-major général de l'armée ont disparu avant de réapparaître. Oui, c'est-à-dire que le titre, c'est vrai, le titre de général en décembre 1964, Modibo Keïta a décidé qu'il n'y aura pas de général. Bon. Alors, le poste va revenir en 1984 avec Moussa Traoré, qui sera général d'armée. C'est le premier général d'armée de l'armée malienne. Après, il y aura Amadou Toumani Touré et puis l'actuel président. Et pareil pour le chef d'état-major aussi. Oui, c'est-à-dire le mot chef d'état-major général va disparaître. Il y aura le poste qui existait, qui était le chef d'état-major. Mais le poste existait au temps même du chef d'état-major général. Il y avait le chef d'état-major général et il y avait un chef d'état-major qui était chargé de l'opérationnel. Hein? Bon, je ne peux pas aller plus loin que ça, parce que ça, c'est les militaires qui peuvent vous expliquer. Voilà. Exactement. Non, c'est vraiment la dimension de l'homme. Et ce n'est pas rien quand Modibo décide, oui, plus personne ne sera plus. Je crois c'est vraiment la reconnaissance, quoi. Bon, peut-être aussi il avait d'autres éléments, mais ce qui est sûr, c'est que tous ces officiers-là seront également des officiers qui vont se donner dans la construction de notre armée. Sékou Traoré, Pilana, Kélitigui, Mohamed Ould Issa, les jeunes d'Anfaga, Diarra. Je crois que c'est quelqu'un pour qui papa avait beaucoup également d'affection. Et je veux parler de Dibi Silas, je veux parler également de Malik Diallo, ou même de Demba Diallo. Hein, ils sont nombreux. On peut pas citer Wallagem. Ils sont beaucoup. Ils sont nombreux et ils vont continuer cette dynamique-là. Bon, jusqu'aux événements du 19 novembre 1968. Hein, et là, maintenant, ce sera une autre période. Mais c'est très intéressant de savoir qu'il y avait une dynamique qui a été enclenchée et qui va être poursuivie, enrichie par les compagnons qui étaient avec le général Soumaré. Et pour revenir sur ce destin individuel qui se mêle au destin collectif de la nation, on peut même se demander, est-ce que 68 aurait
aurait eu lieu, quoi, si le général était là. Ça, vous savez, dans cette période-là, Ouais, il y a eu beaucoup de bruit, exact. beaucoup tu sais, les premières années d'indépendance, c'est toujours des périodes assez troubles. Tout à fait. Mais Soumaré, s'il était là en 68, je ne sais pas comment. Mais en tous les cas, Dieu Ouais, l'a repris en 64. exactement. Donc, C'est ça. voilà. Non, non, des sujets de recherche, de De réflexion. Hein. réflexion. Non, non, sinon, le livre est plein d'anecdotes, Mhm. les siennes, mais d'autres également qu'on invite vraiment les lecteurs à découvrir. Ah oui. Et on voit qu'il était imam. Il dirigeait, Ah oui, il était imam. parce qu'avant d'aller à l'école française, Oui. jusqu'au lycée, tout ça, Mhm. et il faisait d'abord l'école coranique. Ok. Hein, je crois que d'après mes souvenirs, on m'a dit que c'est très tard vers 10 ans ou 9 ans, 10 ans, Mhm. ils ont commencé aller à l'école française. Mhm. Lui, c'est un hafiz au Coran. Et il a même écrit un livre Mhm. pour comment faire le pèlerinage à la Mecque, comment faire Ok. ses ablutions. D'accord. Les versets de Coran. Il y a un livre qu'il a écrit. Ok. Vous voyez, les gens qui écrivent des livres sur Oui, oui. l'islam, il a écrit ça en 1947. Wow. Hein, il a écrit parce que à ce temps. Donc, c'est pour vous dire, il était très érudit dans le Coran, hein, ce qui n'est pas mon cas, Ah. malheureusement. Chacun sa voix. Ben, dans ce cas, on aurait pu l'appeler El Hajj, mais bon. Ah oui, oui, il a fait plusieurs pèlerinages à la Mecque, puisqu'à un moment, lorsqu'il était au haut commissaire de l'AOF à Dakar, les marabouts comme les Seydou Nourou Tall, tout ça. Et puis une anecdote que je peux vous dire, c'est que Cheikh Hamala, Oui. lui, le général Oufouet, Mhm. Lamine Gueye, Mhm. on fait beaucoup de choses. Ça. Il était il était dedans, Oui, le général. exactement. Et ça, je crois que beaucoup le même. Je me demande même s'il est. Je crois que j'ai juste cité Cheikh Hamala lorsqu'on Oui, l'essayait exactement. de le faire partir. Ah. Mais bon, mais ça, c'est quelque chose. Je suis fier de le dire, quoi. Exactement. Et, Un autre pan de ça. avec les SILA, tout ça, de Côte d'Ivoire. Ouais. Le colonel, en ce temps, il est commandant. C'est ça. Il a été très sensible à ça, quoi. Ok. On voit aussi qu'il dirigeait des séances d'entraînement aussi. Hein, Ah, ouais, alors là, oui, Mais oui. Modibo Keïta y participait. Oui, je me reviens, j'étais tout petit, je voyais quelqu'un très grand là. Oh, ouais. Il venait faire du sport, D'accord. hein, courir là. Oh, oui, exactement. Imagine-toi s'il voulait faire un coup d'État, c'était pas compliqué. Hein. Non, non. Il avait tout le monde. Exactement. C'est ça. Et c'était au ministère de la Défense, qui était son domicile. Son domicile. Hein, c'était le domicile du général, le ministère. Alors, il venait, il y avait un terrain de basket et puis terrain de... Alors, il venait faire du sport. Chaque matin, il venait, il faisait le sport. D'accord. Et les dames, tanti Mariam, tout ça, ils venaient jouer au basket parce que ma maman était une basketteuse. Elle était du lycée Ahmed Fall de Saint-Louis et elle jouait beaucoup au basket. Et une fois, lorsque j'étais au Canada, l'ancien président du Conseil constitutionnel, Manassa, m'a dit que c'est ma maman qui l'a initié au basket. Au basket. Et je me suis souvenu que maman me disait qu'elle était... D'ailleurs, lorsque vous allez à Saint-Louis, au lycée Ahmed Fall, la première photo des basketteuses africaine, ma maman, c'est elle qui a le ballon, là. D'accord. Mais la transition est toute trouvée, hein, parce qu'on a beaucoup parlé du général. Ouais. Or, il y a une générale en chef. Ouais. Le professeur Alinou Diallo Oui. me dit qu'on ne dit pas la générale, on dit la maréchale. Parce que lorsque l'épouse du général, elle est maréchale. Parce qu'elle commande même le général. Ce qui n'est pas faux. C'est vrai. Et voilà, c'est aussi, vous parlez très vite d'elle, hein, ben on sent que... si je dois quelque chose, c'est dans mon éducation, mon parcours, c'est ma mère. Parce que moi, mon père, j'avais 7 ans à peu près lorsqu'il est parti. Donc, c'est ma maman qui nous a... Bon, elle est une dame de fer, hein, c'est elle qui nous a
nous étions 5, plus une qui est en France, qui nous a éduqués. Alors, donc, elle était toute seule et puis très jeune, hein, très jeune. Donc, voilà, quoi. Je dois beaucoup. C'est elle qu'on connaît. Exactement. Et c'est ce que je disais une fois à beaucoup. Et ce commerce agréable, c'est du général ou c'est de la maréchale? Ah, le commerce agréable. Oui. Je crois que c'est mon côté. Le général était très communicant. Très simple. La plupart, je me souviens, puisque j'étais à Koulouba, j'ai commencé à Koulouba, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'anciens qui étaient au temps où il était là, même qui étaient plus jeunes, hein, comme ces jeunes Sékouli, c'est la dernière vague là, qui sont venus dans l'armée malienne et tout ça, et qui me disaient mais il était d'une simplicité, il était bien, il n'avait pas de problème. Bon, bah, je me souviens pas du tout d'avoir eu des trucs. Bon, je me souviens du Bouguenika de ma maman, mais lui non. Hein? Alors on m'a dit non, c'est quelqu'un qui est vraiment agréable, commerce facile. Bon, tu sais, il était militaire, mais comme je vous dis, il avait ce côté littéraire. Il a fait beaucoup. Un jour, j'essaierai de réunir un peu quelques poésies qu'il a écrites pour les faire publier. Exactement. Donc, un général poète, tu t'imagines? Oui, non, c'est ça, c'est ce qu'on découvre. Hein, et bon, en général, les grands hommes sont aussi comme ça. Très simple, accessible. Ouais, voilà. Regardez Modibo Keïta, c'était ça. Tu vois. Là, par contre, j'ai beaucoup également d'anecdotes sur sa vie. C'est comme vous dites, les gens, ils étaient simples. Hein, ils avaient alors, ils avaient également des défauts. Ça, et ça, heureusement. Parce que sinon, on dirait que c'est des saints, alors que ce n'est pas possible. Je vais vous proposer maintenant, si beaucoup me le permet, hein, de commenter quelques photos. On va commenter quelques photos, mais avant que la technique se mette en place, je pense que les téléspectateurs vont se rendre compte. Un diplomate, c'est un historien. D'où vient cette connaissance en histoire? Oui. Parce que là, j'ai l'impression de ne pas être en face d'un diplomate, mais d'un historien carrément. Mais un diplomate doit justement connaître l'histoire. Justement. Parce que pour résoudre des conflits, pour être dans les dispositions des négociations, il faut connaître, il faut s'intéresser un peu à l'histoire. Et ça, c'est très important, surtout lorsque vous représentez. Moi, lorsque j'étais ambassadeur en Turquie, imaginez, la Turquie, c'est un pays, c'est l'Empire ottoman, c'est un pays pétri. Et j'étais très content de parler avec eux de l'histoire de l'Empire ottoman, tout ça. Ça fait partie... c'est très important pour un diplomate. On ne demande pas d'être un agrégé, un docteur en histoire, mais déjà, ça je le dis pour les jeunes qui sont actuellement aux affaires étrangères ou qui veulent faire une carrière diplomatique, au moins maîtriser l'histoire contemporaine. Hein, ça, au moins, il faut le connaître. Et connaître également l'histoire de la décolonisation. Ça, c'est fondamental. Hein? Et si vous êtes maintenant du Mali, connaissez un peu l'histoire du Mali, du Sundiata, etc. Et ça vous donne la possibilité dans les négociations, c'est votre subconscient. Le subconscient du négociant, on le sent tout de suite lorsqu'il est pétri d'histoire. Il connaît les intérêts immédiats de son pays, mais il voit la lame historique qui fait qu'il représente dignement son pays. Hein? Et ça, c'est très important que l'ensemble des ambassadeurs puissent connaître l'histoire du Mali, connaître l'histoire de leur sous-région, et surtout connaître l'histoire contemporaine. Je reviens là-dessus. Ça, c'est... Alors moi, en faisant mes études, et puis bon, il faut dire que j'avais un parcours très militant. J'ai toujours été militant. En France, j'étais dans les foyers
J'habitais au foyer de Vitry. Oui. Donc, j'ai toujours eu ce parcours, un peu maoïste. Bon, alors ça aide, mais il faut absolument connaître l'histoire. Ah, il faut absolument. Très bien. Donc, beaucoup, on va passer on va dire aux photos. La première photo qui va s'afficher, on va le voir. Ah, voilà. Ça, c'est au ministère de la Défense. D'accord. Hein? Et bon, c'est ma maman, très belle. Hein? Exact. La maréchale. À la maréchale. Ouais. Et voilà, le général. Mais je ne suis plus beau que le général. Même si on se ressemble. Oui. Hein? Voilà. Donc voilà, et le général en tenue civile. Ouais. Voilà, ça doit être en 61, 62. Hein, par le boubou, on sent honnêtement, là, les dames s'habillaient un peu comme ça. Quoi. Ça dépend, c'est ça. D'accord, donc on va passer à la deuxième image. Voilà, alors ça, c'est lorsqu'il vient de sortir de l'école de Saint-Mexan, l'école militaire d'officier de Saint-Mexan, et qu'il est affecté au Niger, à l'Office du Niger, qu'on appelle, d'ailleurs c'est écrit ici, Service temporaire des irrigations du Niger, STN. C'est ça qui va donner, après, on va l'appeler Office du Niger. Alors l'Office du Niger, voilà, donc il a été officier lieutenant ici, et c'est son premier poste. Il sort de l'école, on l'affecte ici. Le hasard qui fait. Voilà, exactement. Donc, on va passer à une autre image. Ah, là, vous voyez, ici, tiens, Modibo Makalou, ça c'est mon ancien collègue à Koulouba, conseiller économique, brillant, hein, bon financier aussi. Ouais. Alors là, c'est Jean-Marie Connet, en blanc. Ah oui, on a parlé de Jean-Marie Connet. Voilà. On n'en parle pas beaucoup. Hein, c'est ça. Mais son nom revient beaucoup. Ah, très bien. Dans les écrits. Dans les écrits, de chez moi. Ah, oui. Moi, c'est parce que alors, Jean-Marie Connet, bon, Molubo, et puis le général, voilà. Probablement, Molubo devait revenir d'une mission, d'un voyage officiel, parce qu'il est accueilli par Jean-Marie, qui était le vice-président du gouvernement. Là, il est ministre d'État, ministre de la Justice, parce qu'il a toujours été ministre d'État. Hein? Oui, mais il y en aura d'autres. Hein? L'actuel Mamadou Diakité, qui était secrétaire d'État, deviendra également ministre d'État à la Défense, lorsque Modibo lâchera la Défense. Voilà. C'est ça, clin d'œil à Modibo Mahamadou. Ah oui, aussi. Ah oui, brillant économiste. Brillant économiste. Ah oui, toi, en 1963, il a même... On va passer à une autre image, la dernière. Encore lui, voilà. Alors, et là, ça, c'est, vous savez, le 29 octobre 1963, Modibo Keïta a réuni ici à Bamako l'empereur Haïlé Sélassié, le président Ben Bella et le prince Hassan II, en ce temps-là, il est prince, pour régler le conflit entre l'Algérie et le Maroc, ce qu'on appelle la guerre des sables. Alors, il n'y a que Modibo qui a pu régler ça. Hein? Et l'armée maintenant était chargée, l'armée malienne et l'armée éthiopienne, étaient chargées de veiller à ce que le cessez-le-feu soit respecté. Alors, du côté Mali, le général a choisi le capitaine Sékou Doumbia et le capitaine Léon Sangaré pour contrôler ça. Il y avait une zone où il fallait véritablement pas que les hostilités reprennent, et il y avait 2 capitaines éthiopiens. Alors maintenant, pour remercier le travail que le général avait fait dans ce cadre-là, il lui a remis un arc, là, enfin, et plus un bouclier. Voilà, donc ça, il lui offre ça pour le truc. Alors, et la diplomatie malienne sera félicitée par l'Organisation de l'Unité africaine le 17 juillet 1964 et par la communauté internationale pour avoir résolu ce problème de conflit entre l'Algérie et puis le Maroc sur la guerre des sables. Alors que
Égyptiens, Tunisiens, Européens, tout le monde a essayé. Il a fallu qu'ils viennent à Bamako pour que Modibo règle ce problème-là convenablement. Hein? Alors, et recevoir ça des mains de Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié. Ah oui, oui, oui. J'ai beaucoup de photos Alors, cette photo, ben, c'est bien, je vais la conserver. Alors, et c'est très, 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 très important. Oui, exactement. Ça prouve que le Mali, la diplomatie malienne, qui a été pensée déjà dès le 21 mai 1960 par Modibo Keïta, avant qu'il y ait l'Union. Avant qu'il y ait l'organisation de l'unité africaine, on avait une diplomatie extrêmement florissante, dynamique. On avait les ministres des Affaires étrangères comme Barema, comme Ousmane Ba. Tant qu'ils ne prenaient pas position, l'Afrique ne savait pas quoi faire. Wow. C'était arrivé jusqu'à ce niveau-là. Bon, vous, peut-être que vous êtes très jeune, mais renseignez-vous. Et puis, ça a continué avec Alioune Blondin Bey aussi. Alors, donc, vraiment, le Mali a rayonné sur le toit de l'Afrique et sur le toit du monde dans cette période-là. Ça, c'est pas que je suis obtus sur la Première République, mais c'est un héritage qui appartient maintenant de renforcer et voilà. Et ça mérite d'être connu et raconté aux jeunes. Exactement. Donc, nous allons passer à la dernière image maintenant. Voilà. Ah oui, ça, bon, malheureusement, ça c'est l'inauguration, la fameuse statue qu'Amadou Toumani Touré a bien voulu faire. Modibo a fait le bateau, il y a un bateau qui porte son nom. Chaque président. Chaque président a fait quelque chose. Alpha Konaré, par exemple, a été le premier à disons même, rehausser sa personne en même temps que celle de Sékou Traoré, du capitaine, du chef d'état-major. Donc lui aussi, il a fait sa part. Même Moussa Traoré, puisque la promotion ATT, c'est la promotion générale Soumaré. Donc effectivement, chaque chef d'État, comme vous dites, malien, a fait sa part. On a eu la transition. Donc là, c'est un grand frère. Son papa, c'est Boubacar Traoré. C'est ce que j'ai découvert. Ah oui, son père est Boubacar Traoré. Et c'est le premier. Les gardes là que vous voyez, l'armée, et c'était le chef de la garde. Il est capitaine depuis 1956. Tous ces gens-là viennent dans l'armée malienne. Donc, et vous l'écrivez, Amadou Toumani Touré, père son âme, était même à Koulouba à côté du général. Non, Amadou n'a pas connu. Non, pas Amadou, oui. Plutôt Boubacar Traoré. Boubacar Traoré. Voilà, oui. Boubacar Traoré, d'ailleurs, c'est le général qui le fait revenir carrément dans l'armée, parce qu'il y a, bon, c'était pas simple, la création de l'armée. Oui, parce que je me souviens, vous le dites, à un moment donné, c'est venez, qui veulent venir dans l'armée malienne, venez à ma droite, qui veulent rester avec les bon, je le dis ici aussi. Vous le dites. et même ceux qui ont, je ne sais pas, ceux qui ont pris la décision de rester dans l'armée française, mais vous avez vu après ce qu'on leur a fait. C'est terrible, hein? C'est terrible. Mais c'est comme ça, c'est-à-dire que ton pays, il faut être avec ton pays, ça c'est important. Parce qu'après, effectivement, les Toubabs leur ont demandé de retourner dans l'armée malienne. Exactement. Voilà. Conversation longue, mais riche, et nous espérons qu'elle sera passionnante pour les téléspectateurs. Ah, je l'espère. Nous avons parlé d'un destin individuel qui a contribué à façonner un destin collectif. Avant de terminer cette conversation, et si on vous demandait de nous dire 3 choses à retenir du militaire et 3 autres du chef de famille? Alors, du militaire, c'est son engagement pour l'Afrique, particulièrement pour le Soudan. Deuxièmement, c'est sa vision véritablement pour l'établissement d'une armée vraiment endogène, autonome, mais ouverte à la technologie du monde. Il a fallu qu'il tape sur la table pour, comme dit Bintou Sanamkwa, pour envoyer les officiers
en Amérique ou pas seulement en Union. Alors que c'est lui qui signe le 21 février 1961 les fameux accords entre l'Union soviétique et le Mali en tant que chef d'état-major général. C'est comme ça qu'on a nos MiG, nos tanks qui viendront après. Oui. Bon, donc il y a ça, une armée ouverte. Et dans le troisième cercle, c'est sa volonté, puisqu'il y avait un projet de création d'une armée continentale. Le Mali était président de la commission de décolonisation de l'Organisation de l'Unité africaine. Et c'est dans ce cadre que Modibo lui avait demandé que l'armée réfléchisse à une armée continentale, en rapport d'ailleurs avec les Égyptiens. Alors, ce serait très important de retrouver ce document. J'ai fait le tour partout, mais je n'ai pas trouvé un draft, alors qu'il y avait un draft à ce sujet-là. Donc, voilà les trois choses que je peux retenir. Maintenant, du point de vue civil, c'est ce qu'on me raconte. Hein. Je l'ai mis un peu les anecdotes dans le livre, mais je me souviens qu'avec les enfants de Sékou Traoré, le Barema et puis d'autres enfants militaires, il aimait chaque fois organiser de grandes fêtes à la maison avec des tables de chocolat. Et ça, mais j'étais très jeune. Oui. Mais également, le fait qu'il faisait prier des élèves du lycée Terrasson de Fougères, entre-temps, c'était le nom là. Oui, qui est devenu Askia Mohamed. Qui est devenu Askia Mohamed. Il venait pour le ramadan. Mais ça, tout petit, je me souviens de voir beaucoup de gens là, debout en train de faire pour moi, c'était de la gymnastique. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit non, on venait faire le ramadan chez ton papa. Souvent, on faisait la rupture. Donc, c'était un drôle de militaire. Alors, une des choses que ma maman me disait, est-ce que tu te souviens qu'il lisait fort là? J'ai dit non. Oui, de temps en temps, j'entendais. Il aimait déclamer les poèmes. Ok. Ça. Et il s'entraînait à ça. Ah, la prochaine fois, je crois que je vais essayer de faire ressortir. Ça serait bien. Je suis en train de réunir des trucs. Et ça c'était son truc. Hein. Il était très ami au David Diop. C'était sa bande. Hein. C'était sa bande. Oui. Et puis les Cheikh Anta Diop, qui, lors de la Fédération du Mali, est même venu lui proposer quelque chose que... C'est ça. Ouais. Donc voilà, donc chaque fois que je rencontre des gens comme le colonel feu colonel Madembassi, le fils à Kader Madembassi, qui est un grand militaire de l'armée coloniale, il m'a raconté aussi beaucoup d'anecdotes sur lui. Un véritable militaire engagé. Engagé, homme de lettres, amoureux des mots. Voilà. Merci beaucoup, M. Birahim Soumaré. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ces livres Général Abdoulaye Soumaré, Pan de vie d'un homme d'honneur, qu'on peut retrouver à Soumaré Service à Touroukourobou, près de la mairie. On a un numéro de téléphone qui va s'afficher, donc c'est le 76 60 16 16. Cette conversation, c'est aussi une manière pour nous de dire toute notre reconnaissance à notre armée, les forces armées maliennes, qui sont engagées pour que la République tienne debout, et aussi à tous ces civils invisibles et anonymes qui se battent en ce moment pour que le pays ne tombe pas. Il est important pour nous de préserver cet héritage du président Modibo Keïta et du général Soumaré. Très bien, je crois qu'il n'y a pas de meilleure conclusion. Merci beaucoup. Et nous donnons rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Livrez-vous. Merci de continuer de nous suivre sur toutes les plateformes de Virus Plus. Souvenez-vous, la lecture n'a que des vertus.